Echevin. Bonjour. Enchanté. Comme tu veux ici, parce qu'il y a on fait la live. On fait une live. On fait live, oui, sur Facebook. Elle est où la caméra? Hein, elle est là, la tablette. Je me passe beau. Ah, c'est déjà fait, hein, ça se passe. Super. Ça va les gars? Ça va bien. Là, tu te mets ici, ici à côté de moi, comme ça je vais te prévenir. Sinon pour ça. Ça va? Oui. C'est un joli costume, tu me fais aussi. Je reçois Bernard. Oui, garde-les-moi, justement pour une fois. Je reçois Bernard, évidemment. Allez, c'est parti. بشار الله الوطن الملك نبدأ حصة اليوم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر العالم. أهلا وسهلا بمغاربة العالم. أهلا وسهلا بمحبي صوت المغرب اللي هو صوتي وصوتك وصوت المغاربة كاملين. Chers auditeurs, auditrices, bienvenue à votre émission hebdomadaire de chaque dimanche, Voice of Morocco, la voix du Maroc, la vôtre, la mienne et celle de tous les Marocains du monde. Nous recevons aujourd'hui un invité du poids lourd. Pas la carrure, hein, mais... Donc voilà, nous recevons aujourd'hui notre cher échevin Bernard Guillit, échevin de l'environnement à la ville de Namur, qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Bonjour Bernard, monsieur l'échevin. Bonsoir à tous. Ben voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Les appels commencent déjà maintenant. Chers auditeurs, si vous savez vous patienter, juste le temps de vous présenter notre invité d'honneur et on réceptionnera vos appels et toutes vos demandes afin de traiter les sujets qui sont d'actualité aujourd'hui. Cher Bernard, monsieur l'échevin, merci d'avoir répondu à l'invitation de Voice of Morocco, cette émission qui est pas spécialement faite pour les Marocains, mais elle traite la convivialité, le vivre ensemble, qui est aujourd'hui notre sujet, qu'on va aborder pour pouvoir s'exprimer à vive voix avec notre population namuroise et pourquoi pas nos amis du Maroc et les citoyens du monde. Je pense que les problématiques peut-être que nous allons aborder ce soir sont des problématiques universelles. Hein. La gestion d'une ville n'est pas uniquement destinée à la ville de Namur, mais l'ensemble des citoyens, je veux dire, quels qu'ils soient, de Namur à Rabat, ont besoin, je veux dire, de temps en temps... Nous avons un Marocain du cœur. Au moins, oui. Au moins de se rendre compte que gérer une ville, gérer la propreté publique, entre autres, ou l'environnement, c'est quelque chose de très important. Et maintenant, les villes évoluent de plus en plus. Donc, nous devons, chacun, nous mettre, je veux dire, à ce diapason, je veux dire, de se vivre ensemble, comme on l'a appelé à l'entame de notre conversation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un vivre ensemble proprement. Pourquoi proprement? Parce que dans vos compétences, nous allons faire juste le tour, puisque ça fait 1 an que vous êtes au cabinet vous êtes à la tête de l'échevinat de l'environnement à la ville de Namur, après notre cher Alain de Try, qu'on salue, qui est à l'écoute, avec la famille de Try. Et nous voulons faire un petit peu un ensemble revenir en arrière et voir un bilan d'une année à l'échevinat. Alors, un bilan d'un an, c'est court et c'est déjà long. Donc, alors à titre personnel, c'est déjà quelque chose qui pour moi a été une belle aventure de remplacer mon ami Alain, qui était échevin. Donc, en Belgique, on se rappelle quand même que les fonctions sont de l'ordre de 6 années. Hein. Et donc, il a fait 2 législatures complètes, donc 12 ans, plus 4 ans, puisque nous avions un accord qui faisait qu'il désirait, je veux dire, 2 ans avant la fin de la législature, donc de céder son mandat pour pousser quelqu'un, hein, en l'occurrence c'était moi, qui suis arrivé, qui était désigné par les structures de mon parti pour le remplacer. Donc 1 an, c'est court. Ça m'a permis d'abord de voir l'ensemble de ce qui avait été fait précédemment, de relancer, d'être à l'écoute, je veux dire, du citoyen. Alors c'est vrai que
je ne suis pas tout à fait un novice non plus en politique. Je suis conseiller municipal ou conseiller communal pour les Belges depuis quand même 2004. Et ça m'a permis, je veux dire, d'avoir une réflexion et un regard sur l'organisation des différents services en termes de la nature et de la propreté. Alors un bilan, à titre personnel, c'est beaucoup de satisfaction. C'est, je veux dire, de pouvoir mettre, je veux dire, en exergue ce qu'on espère pouvoir faire. Ça, c'est la chose la plus importante. Et puis, c'est de commencer à voir que quelques effets se font sentir. Puisque s'il est vrai que mon prédécesseur avait lancé toute une série de pistes, c'était à moi soit de les mettre, de les appliquer, soit, je veux dire, de trouver d'autres aspirations. Et ce qui était pour les Namurois quelque chose qui était très important, et c'est un peu le corps de notre conversation de ce soir, c'était tout ce qui était la problématique de la propreté publique. C'est une chose qui de plus en plus était un aspect important pour les citoyens namurois. Et donc nous avons, dès l'arrivée à mon mandat, donc dès mon arrivée, nous sommes lancés, je dirais, dans une opération, dans un projet, un programme, un plan, on va carrément l'appeler comme ça, un plan de propreté publique pour les 2 années qui viennent. Et donc, ce sont ça va dans divers sens, ça va entre la prévention, entre l'application et le nettoyage urbain, donc les équipements, le renfort en personnel, jusque, malheureusement, parce qu'il y a des personnes qui ne suivent pas toujours les règles, je veux dire, de bien vivre ensemble, c'est malheureusement d'établir et de renforcer tout ce qui était les sanctions administratives et redevances pour le nettoyage de l'espace public. Est-ce que c'était facile de prendre le flambeau et de suivre ce qui était déjà fait sur 16 ans de travail par votre prédécesseur qui était Alain Dutry, connu sur le terrain de l'environnement? C'était pour vous qui venez d'une autre politique de travail, je veux dire, qui était à la province. Oui, exactement. J'étais chef de cabinet à la province, mais déjà donc conseiller communal. Effectivement, c'est pas si évident que ça. Je veux dire, même si la préparation, alors nous sommes des personnes prudentes, Alain et moi. Ma désignation a eu lieu 1 an avant ma prise de fonction. Donc j'ai eu le temps, je veux dire, d'avoir du dialogue avec lui, de discuter, de voir de quelle manière il travaillait, de rencontrer ses collaborateurs et bien sûr de les garder, puisque j'ai gardé l'ensemble de son équipe, à l'exception d'une personne qui a souhaité, alors pas spécialement me quitter, mais qui a eu une belle occasion de pouvoir travailler au niveau fédéral avec le ministre de la Mobilité, puisque c'est sa porte-parole, c'était notre chef de cabinet initial au départ. Donc voilà, donc il a fallu composer avec l'équipe, et je pense, alors je n'ai que des filles, elles ne m'ont pas mis à la porte. Donc ça veut dire que au demeurant, la cohabitation est bien passée. La cohabitation est bien passée, et elles se retrouvent dans le travail de ce qu'elles font tous les jours, je veux dire, à destination des citoyens. Ça, c'est une chose qui est assez importante. Le reste, je veux dire que chacun doit aussi amener ses propres marques, son apport, son expérience, ses envies, tout en sachant que nous agissons quand même dans le bien commun. Je veux dire qu'on reste quand même, je veux dire que si demain on me donne une mission, si le collège communal me donne une mission qui est je veux dire, d'intérêt global, d'intérêt communal, je ne manquerai jamais de le faire, puisque c'est un peu notre rôle quand même. Il n'empêche, il faut le rappeler. Et on reste toujours dans le vivre ensemble. On reste toujours dans le vivre ensemble, bien entendu. Après un aperçu, un balayage sur le bilan après 1 an de votre compétence juvénale, qu'est-ce que vous mettez en place pour lutter contre l'incivisme de certains citoyens? Parce que c'est la première qu'on attaque avec pour pouvoir avancer et permettre à nos auditeurs qui commencent à réagir déjà sur la page bleue de pouvoir aller avec une explication assez large. Ouais. Alors, d'abord, nous avons mis en place des outils. Je pense qu'il faut toujours commencer par le commencement, c'est de mettre en place des outils qui étaient les outils de rappeler quelles étaient les règles. Alors, ça a été parfois quelque chose de fort simple, mais ça a été un document qui est en quelques pages, je veux dire un peu moins de 40 pages. Ça a été de refaire un véritable mode d'emploi de la propreté publique à Namur. Un véritable mode d'emploi, c'est un simple document que nous allons le
diffuser à grande échelle, qui est présent dans C'est la à maison toute des boîte, citoyens, qui toute ne va boîte, peut-être pas faire l'objet Ah. directement dans toute boîte. Il y aura des extraits qui vont faire l'objet de toute boîte, mais qui est d'abord distribué à tous les nouveaux citoyens qui arrivent à Namur, puisque vous savez qu'il y a, je veux dire, chaque année, nous accueillons plusieurs centaines de nouveaux citoyens et le collège les reçoit et les rencontre. Donc on les renseigne. Alors on les renseigne sur quoi? La gestion des déchets, puisque rappelons d'abord que ce qui est une incivilité, ce qui est parfois quelque chose, une malpropreté en rue, c'est souvent simplement un déchet qui est mal géré. Commençons d'abord à mieux gérer nos déchets et vous verrez tout de suite qu'il y aura moins de problèmes d'incivilité, moins de problèmes de sacs qui traînent sur les trottoirs, moins de problèmes de malpropreté. Donc là, nous avons mis en place toute une série de renseignements. Ensuite, on a mis en place, on a rappelé quelles étaient les possibilités et quelles étaient les obligations, puisque, je veux dire, la propriété publique, c'est une mission qui est une mission de partenariat entre l'institution, entre la ville et les citoyens. Je veux dire, l'un sans l'autre, ça ne fonctionnera pas. Je veux dire, la ville de Namur met des moyens, met du personnel, c'est quand même près de 90 personnes, 91 personnes exactement qui travaillent au service de la propriété publique à Namur. C'est un département carrément. C'est un gros département, oui. Nous avons 110 000 habitants, donc on n'est pas très loin d'un agent pour 1000 habitants. Donc il faut bien se rendre compte que c'est quand même un gros investissement de la part de la ville de Namur en termes de personnel, en termes d'équipement. Donc on a rappelé quels étaient le nettoyage des voiries, l'entretien des avaloirs, qu'est-ce que c'est que les bornes de propreté. Rappelons quand même que les poubelles que nous avons à Namur, quand je donne des chiffres, parfois c'est assez interpellant. Les gens me disent, mais il manque de poubelles à Namur. Écoutez, il y a 2100 bornes de propreté à Namur. Alors si les gens ne mettaient pas de... Quand vous dites les bornes, c'est des poubelles fixes. Voilà, les poubelles de rue, les poubelles que nous avons en rue. Donc il y en a 2100, donc c'est quand même quelque chose de pas mal. On a rappelé que nous avons installé des cendriers urbains dans les zones où il y a un grand flux de piétons. Donc les gens, au lieu de jeter leurs mégots dans la rigole ou sur le trottoir, mais je veux dire, il y a de plus en plus de cendriers urbains. Mais également, là, on a rappelé quelles sont la problématique, je veux dire, des nuisances canines. Hein. Je me fais fort de souvent distribuer, je veux dire, ces petits os avec des sacs pour les déjections canines. Et voilà un quiz. Pour les maîtres des chiens. Oui, mais c'est d'abord... Voilà, c'est d'abord pour le maître des chiens, parce qu'en fait, que... qui est responsable, c'est pas toujours le chien, c'est d'abord le maître. Hein. Et rappelons qu'à Namur, les gens ignorent souvent que c'est quand même de l'ordre de 600 000 sacs, 600 000 sacs que nous distribuons de sacs pour les sacs de déjection canine. Vous imaginez, c'est un budget... 600 000 600 000 sacs. C'est un budget de près de 10 000 euros. Donc... à raison de 6 sacs par habitant. Une moyenne de 100 000. Oui, 100 000, il y a... oui. Alors, mais à Namur, il y a 21 500 chiens répertoriés sur les banques de données de IDDoc. C'est toute une population, ça. C'est une sacrée population. Hein. Mais donc, c'est tous les chiens qui sont pucés. Hein. Donc, tous les chiens qui ont une petite identifiée. Donc, mais c'est une obligation. Hein. Donc, bien sûr, il y a toute une série de chiens qui ne le sont pas. Et alors également, nous avons rappelé dans notre plan de propreté publique qu'il y a également des primes et des aides environnementales. Par exemple, une prime communale pour les langes lavables, une prime communale pour les citernes à haute pluie, une prime pour l'acquisition de compostières, nous mettons également à disposition des fûts de récupérateurs d'eau pour les jardins, mais également des gobelets et des mugs réutilisables. Donc c'est quelque chose que nous faisons de plus en plus. Et puis nous avons rappelé un peu quelle était tout ce qui était les incivilités et je veux dire tout ce qui était les peines qui pouvaient faire. Alors c'est un document qui est pas mal fait, qui est vraiment à la disposition. Il suffit de me contacter et j'envoie la quantité qu'il fait parce que et là je fais appel un peu aux gens qui sont dans les quartiers ou les associations ou les assos de Namur. On commence déjà à travailler avec des quartiers. Le quartier de Baumel et le quartier de Bassan-Ève au niveau de Jambes. Et nous avons déjà établi, alors vous avez vu la brochure qui est plus complète, et bien nous avons soit un genre de digest, hein, je vais appeler ça comme ça, un petit formulaire qui reprend toutes les règles, hein, quelles sont les actions, les bons gestes, ce qui est interdit, comment on doit agir en tant qu'éco-consommateur. Et puis, c'est à destination donc, des différentes personnes dont les commerces, les médecins, les pharmaciens, donc où il y a des gens dans les salles d'attente. Hein, donc ce document est disponible. Et puis avec le comité, là c'était pour le comité de Baumel,
Et puis avec le comité de Baumelle, nous avons également fait, alors là c'est un tout de boîte, c'est un tout de boîte qui résume encore en rappelant ce qui était dit, ce qui était écrit sur le voilà, premier. Oui. voilà, ce qui est fait en pratique, où déposer gratuitement vos déchets, quelles sont les dates de ramassage, parce que beaucoup de gens ignorent ou font semblant d'ignorer quelles sont les dates de ramassage des immondices. Commencerait par là, ce serait déjà bien plus simple. En parlant un petit peu sur cette méthodologie de tri, parce que l'essentiel c'est dans le tri aussi, si on arrive à bien trier, on aurait moins d'insalubrité et tout ce qui suit. Comme vous avez dit tout à l'heure, un sac mal mis ou sur le côté là où il ne doit pas être. Ou à la mauvaise heure, ou à la mauvaise date, oui. c'est de la ou la mauvaise volonté aussi, il faut le dire. Malheureusement, il faut le dire, hein. Oui. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui on peut, en toute franchise, dire quelle est la zone où... Je vous vois venir. Non, mais c'est question de sensibilisation, ouais, c'est tout. C'est parce que dans la prévention, on aimerait bien sensibiliser les personnes et leur dire, ben oui, il fait un petit peu moins d'ordre dans le tri et dans l'emplacement. Les personnes qui me connaissent savent très bien. Pour mieux le dire, pour ne pas choquer certains. Non, je vois ce que vous voulez dire. Et y a-t-il un quartier plus sale qu'un autre? Voilà la question, exactement, et arrêtez de lire dans mes pensées. Alors, dans l'absolu, non. Dans l'absolu, non. Il y a des zones qui sont des points noirs. Alors, tout à l'heure, j'étais sur Saint-Servais. Je suis un grand marcheur, j'adore marcher en rue. J'ai été voir nos amis de la ressourcerie namuroise qui était ouvert aujourd'hui pour un déstockage. Hein, de livres. De livres, entre autres, mais également de meubles, d'objets qui étaient vendus, je veux dire, à des prix défiant toute concurrence. Hein. Puis on expliquera un peu s'il faut le rôle de la ressourcerie, qui est en fin de compte de remettre, je veux dire, des déchets au goût du jour et de pouvoir réutiliser, je veux dire, c'est ce qu'on appelle... Seconde vie. Oui, une seconde vie, c'est ce qu'on appelle vraiment le réemploi. Et donc, il y a des zones qui sont parfois un peu plus délicates. Les zones les plus délicates, c'est les zones à haute densité urbaine et qui sont parfois plus liées à la population qui est là, que vraiment, je veux dire, aux gens, on ne va pas dire, tiens, est-ce que les habitants de Saint-Servais sont plus propres ou moins propres que les habitants de Baumelle ou les habitants de Ouépion ou de La Plante. D'abord, quand on a un habitat qui est un habitat fort dense, il n'est pas toujours évident, il n'est pas toujours facile de gérer ces déchets. Rappelons quand même que nous avons 5 flux de déchets, que nous devons séparer nos poubelles en 5 flux. Alors, qu'est-ce que c'est les flux? Alors, on a d'abord les ordures ménagères brutes, hein, ce que nous va appeler le sac beige. Nous avons le papier carton, hein, nous avons les PMC, donc les plastiques, les métaux, tout ce qui est canettes, le sac bleu, hein, donc ça c'est le troisième tri. Le quatrième tri, si on désire y consacrer, ce sont les déchets organiques. Donc c'est le sac blanc, c'est le sac où on peut mettre des déchets organiques. Et après viendront, je veux dire, les déchets qui sont donc je parle toujours pour la collecte, hein, qui sont, je veux dire, le verre. Alors le verre, lui, par contre, c'est un apport volontaire dans les différentes bulles. Et puis on retrouvera d'autres déchets à gérer, c'est par exemple les bulles à vêtements. Il y en a quand même 112 à Namur. Et là, par exemple, souvent autour des bulles à vêtements, moi j'ai des problèmes de malpropreté. Autour des bulles à verre, j'ai des problèmes de malpropreté. J'ai des gens qui viennent amener des déchets qui n'ont pas à être là. Ça reste toujours dans le tri. C'est une éducation. C'est une éducation. Alors, éducation et information. Donc, je veux nullement fustiger les personnes. Quand on a un petit cote, quand on a un petit studio ou un petit appartement et qu'on est une famille nombreuse dans un petit appartement, je crois qu'on doit apprendre à mieux gérer. Pour mieux gérer ces déchets, il faut d'abord réfléchir en termes de consommation. Je crois que si on réfléchit en termes de consommation, qu'on évite les suremballages, qu'on achète du vrac, qu'on se dit, tiens, si on fait des légumes, et là, on peut partir sur les déchets organiques. Il faut quand même savoir que dans la facture qu'on reçoit chaque année, au niveau de la ville de Namur, il n'y a qu'un sac qu'on paye. C'est le sac beige. Le sac bleu et le sac blanc, à part son prix d'achat au magasin, qui est un prix très bas, hein, puisque nous sommes de l'ordre de 13 centimes d'euros pour le sac bleu et de 16 centimes d'euros pour le sac blanc. Donc c'est un coût moindre par rapport au sac qui est déjà un sac de coût d'1 euro. Eh bien, on n'a pas de taxe, puisqu'en fin de compte, le ramassage qui est fait
ni pour le papier carton qui est fait par notre opérateur qui est le bureau économique de la province de Namur. Le ramassage, je veux dire, paye, la matière qui est ramassée paye le coût du ramassage. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, on n'a pas de taxe. Donc, plus on met de déchets dans le sac PMC, pour autant qu'il soit bien trié, plus on met des déchets dans le sac organique, tout de suite, je dirais, la facture ne va pas diminuer, mais surtout, elle n'augmentera pas, puisqu'on sait bien que malheureusement, en termes de coûts et de factures, ça ne fait qu'augmenter d'année en année. Là, on peut dire, on pourra maîtriser l'évolution des coûts, des déchets. Et donc, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a un quartier sale et un quartier propre? Non, il y a des Avec gens tout le respect pour nos riverains et nos voisins. Voilà, mais il y a des gens qui sont plus sales et des gens qui le sont un peu moins. Mais bon, la constante, j'ai des zones noires, il faut le dire, mais si je dis par exemple, Baumel était un quartier qui était un quartier difficile, je ne le fustige pas, mais le comité de quartier de Baumel a souhaité s'impliquer et de se dire, allez, nous sommes prêts, tout le comité, et nous sommes là pour les aider. En fait, compte, on les aide avec la police de Namur, avec le bureau économique et avec Foss Plus, on les aide à faire un véritable plan pour leur quartier et deviennent un peu nos alliés pour ce faire. Est-ce que vous pouvez nous chiffrer tous ces engagements de la ville envers le BEP et tout ce sont des gros montants. Là, je devrais venir réellement avec pas dire mon bottin, mais mon budget. Oui, enfin, nous avons des enveloppes qui se... Voilà, ce sont des enveloppes chaque fois différentes en fonction. Le ramassage des immondices, c'est 7 millions d'euros. 7 millions d'euros. 7 millions d'euros. Les citoyens ne se rendent pas compte. Ouais. Ne se rendent pas compte. C'est un coût important. Vous devez donc multiplier. Si on me demande par exemple, tiens, les fêtes de Wallonie, combien ont-elles coûté? Parce que vous avez vu, c'est les personnes, moi j'ai diffusé pas mal de... Je vais juste vous interrompre à saluer le travail de votre équipe qui s'est vraiment acharnée pour rendre Namur le lendemain d'une veillée de libation. Et que le lendemain, les rues étaient vraiment très très propres. Moi, je demande à Tariq et à vous-même applaudir ce travail-là parce que vraiment chapeau les gars, ils ont fait un très très bon travail. Ouais. Non, ce sont des gars extraordinaires. Ce sont des gars extraordinaires. Ils arrivent, alors quelques filles, parce qu'il n'y a pas des filles en équipe technique, mais elles sont au secrétariat, elles gèrent les appels, elles gèrent... c'est toute une équipe avec une coordination derrière. Oui, tout à fait, oui, non, ils sont très chouettes. Eh bien écoutez, on a ramassé un peu moins de 100 tonnes de déchets. Alors, on a 500 ou 600 kilos en moins, donc on est à 99 tonnes. Donc, par rapport à l'année précédente. L'année passée, on avait un peu plus de 100 tonnes. Il y a peut-être un peu moins de monde, où je veux dire que on a pu un peu mieux régler quelques problématiques de déchets. Il y avait aussi peut-être des petits verres de péquet réutilisables. Oui, mais pas encore assez. Ça, on parlera. Et je sais que ça fera sûrement un écho au conseil communal, puisqu'on a notre conseil communal le jeudi. Je suis certain qu'on va me poser des questions sur ce sujet, donc je vais me préparer à y répondre. Mais en ce qui concerne, je veux dire, rien que le coût, par exemple, des fêtes de Wallonie en termes de gestion de déchets, eh bien, nous sommes à 12 000 euros, je veux dire, de coût déchets. En fin de compte, c'est pratiquement les 100 tonnes. Nous sommes à 99 tonnes, 120, on va dire pratiquement les 100 tonnes que nous devons retraiter, puisque nous sommes en termes de ce qu'on appelle d'OMB. Il n'y a pas de tri dedans. Il n'y a rien qui est triable. C'est un ramassage global. C'est un ramassage global de ce qui était ramassé dans la matinée, enfin dans la nuit et vraiment au tout petit matin. Et par contre, en termes de personnel, je suis à plus de 30 000 euros de gestion de personnel pour 5 jours. 30 000 euros d'heures supplémentaires et, je veux dire, d'apport de personnel. En sachant que c'est une équipe payée qui a son salaire mensuel et ses horaires, et c'est des extras. C'est des extras qui coûtent 30 000 euros. Parce qu'on a plusieurs centaines d'heures supplémentaires. Quand on fait venir des gens à 4 heures du matin, je veux dire, et qu'on les fait travailler, nous sommes en heures supplémentaires, nous sommes des fractions d'heures supplémentaires, même s'ils terminent vers 14 heures, ils ont leur journée un peu décalée, mais on les fait travailler la nuit. Ça vous est arrivé de passer leur dire bonjour le matin? Mais je suis passé, alors sur les 5 jours, je suis passé 3 fois. Je suis passé 3 fois vraiment les applaudir. Très tôt le matin? Très tôt le matin, alors pas aussi tôt que... Qui était plus ou moins? Alors oui, il était toujours 6 heures. Il était toujours 6 heures du matin. Matinal, Oui, c'est matinal, oui, mais non, mais c'est normal, les gars étaient là depuis 2 heures, et c'est comme ça qu'on a pu voir, si on va sur mon profil Facebook, on peut voir ces images, les avant-après,
qui ont été faits, toujours, parce qu'il faut un peu de lumière, parce que c'est pas facile. Et j'étais même avec une journaliste, et la DH était présente, la dernière heure, le journal La Dernière Heure était présent, pour se rendre compte un tout petit peu le travail que nos hommes ont fait, et de se rendre compte. Et ça a permis, en fin de compte, ça a permis aux citoyens de se rendre compte de ce que c'était. Et peut-être maintenant de réfléchir en disant, oui, mais moi, mes fêtes, ou mon événement, ou ma manifestation, est-ce que je peux la rendre plus propre? Et là, peut-être, nous allons commencer à rentrer dans une réelle réflexion du zéro déchet à Namur. Puisque vous savez que Namur a été sélectionné zéro déchet. Et donc, pour nous, ça, c'est très important. On va vers le zéro déchet. On tente. Je veux dire que... je dis toujours que c'est un but. Donc, nous tentons d'abord de diminuer nos déchets pour enfin arriver un jour au zéro déchet. Parce que le faire le stricto sensu, le zéro déchet, c'est un effort réel de la part des citoyens et des ménages. On tente d'abord de diminuer la quantité de déchets parce qu'il y a plusieurs manières. Vous savez qu'à Namur, nous sommes au sac, donc c'est la collecte au sac. Donc c'est un ramassage qui est un ramassage hebdomadaire pour les déchets OMB. Dans le centre-ville, donc dans la Corbeille, c'est un double ramassage. Ouais. Et puis tous les 15 jours, c'est les sacs bleus ou les sacs, je veux dire, papier carton par alternance. Par alternance. Les sacs blancs étant récoltés chaque fois en même temps que les sacs ménagers. Donc vous imaginez qu'il y a toujours tout un gros travail. Par contre, nous réfléchissons, enfin plus que réfléchir, puisque nous avons déjà lancé un projet. L'appel d'offres viendra au mois de novembre, donc dans quelques semaines, au conseil communal, pour nous lancer ce qu'on appelle des conteneurs enterrés. Et donc le quartier de Salzine va être le premier quartier à Namur où nous allons pouvoir bénéficier de conteneurs enterrés. Donc on va commencer par les balances. Il y en a au Maroc. Il y en a, mais c'est vrai qu'il y en a au Maroc. Non, avec la COP22, aujourd'hui le Maroc il avance vers... Bizarrement, la Belgique, la Wallonie est assez en retard en termes de ce qu'on appelle les apports volontaires. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'avoir des apports volontaires par rapport, je veux dire, au sac? C'est-à-dire que là, les personnes réfléchissent sur leur mode de consommation, parce qu'aller apporter un sac, alors vous allez me dire, ils pourraient toujours le taper dans un coin. Mais ça, bien sûr, ils resteront toujours des inciviques. Mais aller porter le sac, à un moment donné, de se dire peut-être que ce sera au poids. Je m'excuse, je vous interromps. C'est une nouvelle méthode qui va être aussi nouvelle pour le citoyen. Il va falloir se familiariser avec ce mode d'emploi, de sortir de chez soi, porter le sac, faire quelques mètres. Oui, exact. Maximum 100 mètres. Oui, c'est un rayon de 100 mètres. Et il pourra le sortir dans 2 jours, 3 jours. Il n'y a pas d'ouverture, fermeture de clapet pour le bac. Exact. 7 jours sur 7. Alors, on ne va pas faire 24 heures sur 24 parce que ça pourrait faire du bruit et déranger des riverains. On va peut-être établir des horaires du style 6-22, par exemple, et n'importe qui peut se dire, tiens, je peux aller porter mon sac. Et même, in fine, il est tout à fait possible d'organiser une ville avec des ramassages différents, enfin, avec des méthodes différentes. On peut imaginer l'hypercentre, la Corbeille, ce qu'on appelle à Namur, toujours avec le ramassage au sac, de manière 2 fois par semaine, la tournante est bonne. On peut le concevoir pendant un petit temps. Dans le périurbain, de commencer d'installer des conteneurs. Et dans les zones rurales, puisque Namur, c'est quand même 40% de zones rurales, sur les 75 km² de territoire, on pourrait imaginer là venir aux conteneurs à puces, à l'instar de plus de 23 ou 24 communes en province de Namur. Et là, les gens, automatiquement, ils savent exactement le poids de leurs déchets, et je vous assure qu'à ce moment-là, ils réfléchissent à 2 fois. Avant de se dire, on met des trucs lourds dedans, on met des bricaillons, on crée un compost. Voilà. Donc ça, c'est toutes les choses qui vont être l'apport. Et bien sûr, mais ça sera être suivi par, par de l'information, par des animations à créer dans les quartiers. Et là aussi, l'apport des communautés est importante. Et je veux dire, je suis vraiment ravi d'être ici à votre antenne en me disant que les voix des communautés marocaines ou les autres communautés, ce sont des personnes qui seront, nos relais pour ce type d'activité. C'est le vivre ensemble. Bien sûr. Et proprement. Je voulais juste, parce que nous, avant notre émission, on a été chercher quelques chiffres, et je vais vous demander juste de confirmer ou de contredire les chiffres qu'on a eus. Par exemple, pour les parcs à conteneurs, on a un chiffre de 2
31 000 euros, qui revient à plus ou moins par 20 euros, à 20 euros par habitant. Exact. Savez-vous, s'il vous plaît, expliquer les 20 euros, qu'est-ce que c'est pour que le citoyen puisse... Donc, dans le cas de notre... donc, à Namur, il y a 3 reciparcs. On appelle ça les parcs à conteneurs. C'est leur appellation maintenant officielle, c'est les reciparcs. Bouge, Malone. Voilà. Donc, il y a sur Malone, qui est sur, il y a sur Bouge et Champion. Voilà. Donc, c'est les trois parcs. Mais il faut aussi savoir que les Namurois, s'ils le souhaitent, peuvent aller dans n'importe quel autre parc de la province de Namur. En présentant leur carte d'identité, ils ont droit d'accès. C'est très amusant. J'ai déjà reçu comme ça les chiffres de voir où les Namurois allaient. Ben, je veux dire, il y en a qui vont à Genève-sur-Sambre, il y en a qui vont sur Iguezé, il y en a qui vont sur Jean-Blou, même jusque Vraie-Source-Moi. Alors je présume que là, quand ils sont à Vraie-Source-Moi, c'est plutôt ceux qui ont un logement, une deuxième résidence. Une deuxième résidence ou une maison de vacances. Donc, et donc, il est vrai que là, c'est une moyenne par habitant, à peu près de 20 euros par habitant pour l'ensemble des habitants de la province de Namur, où c'est là que vous pouvez faire vos apports de déchets inertes, bien sûr, toujours le papier carton est accepté, les encombrants, déchets verts. les déchets verts, donc les déchets spéciaux, les peintures, les tubes néons, les produits, la frigolite, l'huile de vidange, l'huile de friture. Donc là, c'est là que vous pouvez amener, c'est tout à fait gratuit. Il y a une quantité, je dirais en termes de mètres cubes, que vous pouvez ne pas dépasser, mais ça, c'est simplement pour éviter qu'il y ait des faux indépendants qui viennent bien, parce qu'ils seraient obligés, je veux dire, de payer une filière en tant que société. Donc c'est le seul contrôle qui est fait. Mais voilà, effectivement, c'est une moyenne d'à peu près 20 euros par habitant, mais c'est sur l'ensemble de la province de Namur. Et donc c'est un prix qui reste assez stable, malgré la difficulté pour le coût, puisque nos parcs à conteneurs, alors une petite particularité pour les Namurois, nous sommes les seuls en province de Namur d'être ouverts 6 jours sur 7. Les autres du lundi au vendredi. Voilà, du lundi au samedi inclus. Au samedi plutôt. Au samedi inclus. Dans les autres sections, donc dans les autres communes de la province de Namur, la plupart du temps, c'est fermé le lundi. Darek n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe, Darek? Alors, tu peux nous éclaircir. C'est juste en Brabant-Wallon, il y a quand même les parcs à conteneurs qui ouvrent un certain temps de 10h à 11h30, si je ne me trompe pas. Ah oui, en Brabant-Wallon. Voilà. En Brabant-Wallon. Nous, on parle de la Wallonie. Je parle de la province de Namur. Oui, non. Non, mais c'est vrai que chaque intercommunal, il y a quand même 9 intercommunales sur les territoires wallons, ont des politiques différentes parce que les populations, parce que le coût est différent. Voilà. Et donc, par contre, quelque chose qui me semble qui serait important à développer à Namur, qui serait une initiative qui serait à mon avis assez heureuse, c'est de prévoir ce qu'on pourrait appeler l'équivalent de parcs à conteneurs temporaires. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour toutes les personnes qui n'ont pas les possibilités de se déplacer, de se dire que sur une place, on pourrait mettre 3 ou 4 conteneurs de produits différents avec un opérateur qui serait là et en disant, voilà, pendant une journée, un samedi de préférence, à mon avis, c'est l'idéal. Parce que exceptionnellement, ça. Voilà, exceptionnellement, une fois par an, de dire, tiens, rue, allez, je sais pas, on va dire place de Fratbise à Jambes ou à côté ou à côté de la piscine ou sur le parking, je veux dire, de la patinoire, de dire, voilà, on installe les différents conteneurs et là, on fait un ramassage particulier. Ça, on est en train de réfléchir avec le bureau économique pour toutes les personnes qui n'ont pas les possibilités de se déplacer, parce que c'est souvent une chose. Mais il est vrai, rappelons quand même, que pour les personnes qui ne savent pas se déplacer, ils peuvent faire appel à la ressourcerie. C'est gratuit. C'est totalement gratuit. C'est payé à travers, je veux dire, la taxe c'est payé à travers la taxe que les citoyens payent. Et il suffit de téléphoner au 081 260 400. Enfin, là, on trouve facilement sur le site internet. Et là, je veux dire, après une prise de rendez-vous, la ressourcerie vient chercher. Et ce qu'on appelle, elle est non écrémante, c'est un terme un peu particulier, c'est-à-dire elle vient chercher tous vos déchets, à l'exception, c'est là plutôt que je dois faire, à l'exception bien sûr des déchets ménagers, puisque vous avez les poubelles, à l'exception des déchets verts et à l'exception des déchets dangereux. Mais par exemple, si vous avez des vieux livres, si vous avez des meubles, si vous avez des planches, les inertes aussi ne prennent pas, les bricaillons, la terre, ça ils ne prennent pas. Mais si vous avez des vieilles planches, si vous avez des morceaux de métal, si vous avez des vieux tuyaux, là ils reprennent. Ils reprennent et les opérateurs, quand ça arrive à la ressourcerie, il y a un tri. Il y a une partie qui part pour le recyclage, les métaux blancs avec les métaux blancs, le plomb avec le plomb, le cuivre avec le cuivre, les bois
je veux dire, partent à destination, je veux dire, du service du BEP pour être broyés pour devenir des pellets. Hein. Donc en fait, tout ça se fait des pellets. Les pellets sont utilisés en industrie, donc ce n'est pas des pellets vendus comme on voit chez les citoyens dans les poêles, parce qu'ils présentent encore des traces parfois de peinture ou de cire, hein, quand on prend des vieux meubles qu'on a broyés, et donc il faut que ce soit à plus haute température pour éliminer, je veux dire, et pour qu'il y ait des filtres. Que ce ne soit pas toxique. Voilà, pour qu'il y ait des filtres également sur les c'est prévu pour. Et après, il y a un certain nombre de meubles qui sont remis en état et qui sont revendus. Alors soit à la ravie de boutique, hein, je veux dire, derrière, sur Baumel, derrière la gare, soit à Madame Ravik. Et donc là, parfois, on appelle du upcycling. Donc ça veut dire qu'on a rénové et redécoré, je veux dire, les meubles. Parfois, quand les meubles sont démantelés, alors on a créé une société qui s'appelle Raymonde et qui fait du bois. En fait, c'est du collage de bois. Et tout ce collage permet à un moment donné de refaire des planches. Avec ces planches, on refait des meubles. Donc vous voyez comme quoi on fait c'est même plus que du recyclage, quoi. Et alors, on récolte les verres, on récolte les livres. Alors aujourd'hui, par exemple, je pense, tout à l'heure, quand je suis passé vers 14h à la ressourcerie, c'était une journée porte ouverte, on était pratiquement à 1200 tonnes de livres vendus. Parce qu'ils récoltent des livres, et ils récoltent en moyenne à peu près 1 tonne de livres par semaine. Alors donc, des bénévoles, des garçons et des filles bénévoles, encadrés par Dominique, qui travaille chez moi au cabinet, Dominique Frémal, les encadrent, et ces bénévoles trient des livres. Alors tout ce qui n'est pas, je veux dire, qui n'est plus utilisable, des livres trop abîmés, des livres qui sont trop, qui ont été mâchurés, qui ont été mouillés, ou franchement qui ne méritent pas de rentrer encore dans une bibliothèque, sont triés. Hein, donc là, il y a à peu près 90% de livres qui partent au recyclage, vers les vieux papiers, et les 10% sont remis soit en vente, à 2 € du kilo, soit vont dans des filières. Alors, les filières, c'est quoi? C'est les maisons de jeunes, les écoles de devoirs. C'est toutes les filières. Nous avons 23 filières actuellement, et nous redistribuons des livres gratuitement. Nous avons la maison des citoyens. Quand les gens qui vont à l'hôtel de ville et qui voient la maison des citoyens, ils voient les livres, ils peuvent les emprunter, même pas, les emporter, encore mieux. Ils peuvent les emporter, ils sont pour eux. Et après, ils en font ce qu'ils veulent, ils le donnent à quelqu'un s'ils le souhaitent. C'est pareil au commissariat de police, et maintenant c'est pareil au CPS. Que j'ai voilà. appris, oui. On a ouvert, je veux dire, une bibliothèque, mais quand je dis une bibliothèque, ça veut dire un apport de livres pour les gens qui peuvent les chercher. La ressourcerie, c'est un service à l'habitant, c'est atelier repère. Alors, c'est ça, c'est un coût de la ville qui entoure les 500 000 € annuellement. C'est ça, à peu près. Donc on a été chercher les chiffres. Oui, mais non, mais c'est très bien, vous êtes bien renseigné, vous êtes encore même mieux que moi. Moi je viens souvent sans chiffres parce que je les oublie vite. Mais non, c'est vrai, c'est à peu près de l'ordre de 500 000 € le coût, je veux dire ville, hein, mais de l'autre côté, nous éliminons une série de déchets. Nous pouvons maintenant nous targuer Namur d'être capitale du réemploi. Ça veut dire que c'est tout ce qui ne va pas. Il faut quand même se rendre compte que c'est tout ce qui ne va pas aller en centre d'enfouissement technique, hein, en décharge, hein, ou d'abord en valorisation énergétique, ça va en incinérateur, mais tout ce qui peut être réutilisé, c'est quelque chose qui est utile. Et deuxièmement, ça crée de l'emploi. Parce que derrière, il y a des personnes, ce sont des entreprises de formation par le travail, ou alors du travail adapté. Donc, les ateliers protégés. Les ateliers protégés, oui. c'est ça. Et donc, il y a des personnes qui ont des difficultés, je veux dire, qui sont là, qui réapprennent, qui ont un emploi. Et donc, on fait autant, je veux dire, de l'écologie, de l'économie et de l'emploi. Moi, ce que j'appelle, on parle souvent des smart cities, hein, on parle souvent des villes intelligentes, eh bien, nous créons de l'intelligence à travers des déchets. Je veux dire, on n'est pas nécessairement à travers notre application iPhone ou que sais-je. Donc, la ville intelligente, c'est une ville de partage. En parlant de réemploi, la ville de Namur et les chemins, le vôtre, hein, avait mis en place un salon de réemploi qui en prend et qui avait pris et qui prendra encore le succès, parce que ça se répète encore dans une grande surface qui est la Namur Expo, 12 000 mètres carrés, couverte, avec tous ces exposants qui viennent, tous ces gens qui ont recyclé leurs produits et qui le remettent à nouveau. Exact. En fin de compte, on a vraiment créé un tissu économique avec ce qu'on appelle le salon Récupère. Le salon Récupère, il a lieu tous les 2 ans, c'est une biennale.
Pourquoi tous les 2 ans? Parce que c'est un gros apport, je veux dire que nous, une grosse organisation à faire en tant que ville. Mais il y a quand même le secteur privé nous regarde pour même à la limite racheter notre salon. Mais enfin, on en est très fiers. Il faudra déposer la marque. Ah, mais là, c'est fait. Mais sincèrement, on vit dans une société où il faut se protéger. En fin de compte, ça a été fait avant l'été parce que j'ai abandonné des velléités de personnes qui étaient très intéressées par notre concept. Donc nous avons déposé la marque et le concept. Donc nous avons ce salon du réemploi où il y a plusieurs centaines d'exposants qui viennent. Il y a eu 15 500 visiteurs. 15 500 visiteurs sur nos 3 jours de visite, c'est important. Nous, c'est même bluffant de ce que nous avons pu mettre en place. Et donc ce salon récupère est destiné, je veux dire, aux professionnels de la récupération et du réemploi. Donc qu'est-ce qu'on peut refaire avec des choses qui ont été ramassées? Je reviens toujours des choses qui ont été un déchet au départ. Oui, c'est ce que quelqu'un a décidé s'en débarrasser. Alors, soit, on dit toujours, ça part vers le recyclage, hein, le métal revient du métal, l'aluminium revient de l'aluminium, le papier redevient du papier. Mais avant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut faire d'une feuille de papier, est-ce qu'on peut en faire des enveloppes? Oui, on peut faire des enveloppes. À partir, je veux dire, de bouts de plastique, est-ce qu'on peut faire, je veux dire, des objets? Oui, on peut faire des objets. À partir de palettes, ça commence à être bien connu, à partir de palettes, est-ce qu'on peut faire des meubles? Oui, on peut faire des meubles. Mais alors après, ça va même jusque l'aspect alimentaire. À partir de déchets de cuisine, à partir de ce qu'on appelle des légumes qu'on ne veut plus trop utiliser, est-ce qu'on peut refaire un plat? Oui, on peut refaire un plat. Donc ça, c'est tout le concept du réemploi, de la réutilisation. Et donc ça, c'est une chose qui nous a semblé importante. Et à tel point qu'à Namur, on peut se targuer que, par exemple, la rue des Carmes, hein, qui est la rue qui monte, hein, je veux dire, du bas de la ville vers la gare, est devenue une rue du réemploi. Nous avons là maintenant plusieurs organismes, qui soient à titre privé ou je veux dire, des associatifs comme par exemple les Amis de la Terre, mais il y a Ramdam, il y a le Parapluie. Tous des magasins. C'est tous des magasins de réemploi. Dans le temps, on aurait pu dire ça aurait été du vintage, hein, ou c'était de la seconde main. Moi, j'aimais bien, il y a un magasin qui est marqué c'est fabriqué de seconde main. Made in the second hand. Moi, je trouve que l'expression mérite d'être entendue, et ce sont des personnes qui ont recréé de l'emploi, leur propre emploi en tant que commerçants. Ils se sont dit, moi je fais du réemploi, je fais pas de la fripe, je fais du réemploi. Je fais de la seconde main, mais de la seconde main intelligente. Nous restons toujours dans le réemploi, et alors nous allons revenir vers la ressourcerie, parce que les gens ne comprennent pas encore la politique de la ressourcerie ou de repère, hein, l'atelier repère qui a lieu tous les deuxième samedi ou troisième samedi du mois. Exact. Qui est un service que la ville propose aux citoyens, et qui est gratuit. Exact. Alors, ce sont les repères cafés. Voilà. Les repères cafés, c'est une initiative qui existe maintenant. Donc, nous sommes en 2017, à peu près depuis 4-5 ans, pas spécialement à Namur. Ça n'a pas démarré à Namur tout de suite. Nous n'avons pas été les premiers, il faut le reconnaître. Mais il y a une série, donc ça se fait à la Ravite Boutique tous les deuxièmes samedis du mois. Et nous avons donc une série de bénévoles qui sont présents, qui aident les personnes qui viennent avec un objet qui est défectueux, une machine à café, un fer à repasser, même parfois un ordinateur. Et nous, ces bénévoles, ce sont des jeunes et des moins jeunes, hein, techniciens, anciens professionnels ou comment dire, bricoleurs avertis, qui aident les personnes à remettre en état. Alors, ça marche très bien. Et même, je suis intéressé, puisque également, il y en a un deuxième qui est organisé avec artisans paysans. Alors là, ça a lieu tous les 15 jours, c'est sur Malone, hein, c'est une fois sur... c'est tous les 2 mois, pardon. C'est sur Malone. Ça se fait une fois à Floref et une fois à Namur, enfin à Malone. Et moi, je souhaiterais qu'un autre groupe, ou un deuxième ou un troisième groupe puisse se recréer. On pourrait mettre à la limite des locaux à disposition et autres. S'il y a des personnes qui sont des vrais bricoleurs et qui souhaitent créer un groupe de repères café, nous sommes prêts à les aider, parce qu'il nous semble que c'est important d'avoir des... En fait, c'est pour un peu combattre ce qu'on appelle cette obsolescence programmée, hein, de ces objets qui disparaissent. Alors, vous allez me dire, mais parfois il suffit d'un rien. Je prends toujours l'exemple que j'ai vu, c'était un aspirateur. Alors l'aspirateur, le bouton de l'aspirateur, c'est le bouton à clé, est cassé, et il n'y a plus de pièces. On ne trouvait pas. Mais l'aspirateur, le moteur fonctionnait, l'aspiration allait, c'était simplement le bouton. Le contact. Le contact.
Que C'est faire? primordial, hein, Ouais. le contact. Ben oui. Que faire? Eh bien, on a condamné, je veux dire, ce contact sur la machine et on a mis un interrupteur sur le Sur le câble. câble, oui. Ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben l'aspirateur. Seconde vie. Seconde vie, oui, oui. Et il continue. Bon, est-ce qu'on était prêt à dépenser entre, je sais pas moi, entre 75 et 200 euros pour avoir un nouvel aspirateur quand la pièce a coûté quoi? 1,50 €? C'est chouette d'entendre, et ça fait plaisir d'entendre qu'il y a cette envie et cette volonté d'éviter qu'il y ait trop de déchets qui nuisent à la nature et tout ce qui nuit. On a aussi l'éco-consommation chez vous qui fait partie de vos compétences, de votre service. Ouais. Oui, tout ce qui est éco-consommation, je veux dire, c'est une prise en charge et comment dire, une sensibilisation, je veux dire, à consommer, je veux dire, de manière économe et de manière parcimonieuse, mais également en ayant un regard environnemental. Et donc, ça va soit, je veux dire, tout ce qui est l'aspect de l'éco-consommation, je veux dire, en termes je parlais tout à l'heure de cuisine, de déchets alimentaires, de comment mieux cuisiner, de comment choisir des produits de chez nous, comment privilégier les circuits courts. Donc voilà, ça c'est tout l'aspect de l'éco-consommation, c'est principalement par de l'information et des formations. Donc tout à l'heure, je reviens toujours un tout petit peu dans le déchet, mais ça fait aussi partie aussi de l'éco-consommation. Nous avons par exemple des formations à l'utilisation de compostières ou de lombricompostières. Donc nous organisons donc des formations pour les personnes, après avec une mise à disposition même des ustensiles, des compostières et des lombricompostières nécessaires. Donc ça c'est un peu tout l'aspect que nous menons, mais c'est principalement en termes de, je veux dire, de sensibilisation des citoyens sur ce terme de consommation différente. Je rappelle d'abord que le premier acteur de la consommation, le consommateur, c'est le citoyen. C'est le citoyen. J'ai eu l'occasion de suivre une formation d'un atelier d'éco-consommation qui était faire des quiches avec les restes. De la veille. Et je vous le cache pas que je le pratique encore. Ah ben voilà, mais comme quoi. Et je dis aux enfants, ne jetez pas, on va s'en servir. On va s'en servir et voilà. Oui, quelque chose, c'est une salade qui est un peu flétrie, on remet un tout petit peu, on la met dans quelques minutes dans l'eau, et puis après on l'utilise pour faire une soupe, on l'utilise pour faire une quiche. Ben voilà, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Nous avons fait un tour sur tout ce qui est recyclage, déchets, tout ce que. Mais moi, c'est le chiffre de 4 millions d'euros par année pour le BEP qui me heurte, qui me fait vraiment. Je me dis, waouh, toute cette somme-là qui va juste pour ramasser nos sacs. Ouais. Que le citoyen ignore. Bien sûr. Aujourd'hui, on essaye de sensibiliser le citoyen namurois, le citoyen du monde, les Marocains du monde, parce que ça ne concerne pas que le Marocain, ça concerne monsieur tout le monde, toutes les femmes de ménage, les mamans qui sont dans le ménage, qui peuvent les mamans et les papas, hein. Oui, le papa peut être à la cuisine. Hein. Et les enfants, moi je le fais samedi, dimanche des fois. Je suis même un spécialiste de lasagne. Ben voilà, 4 millions d'euros, c'est énorme, c'est pas énorme, c'est ce qu'il faut. Est-ce que demain, le citoyen va réduire ses déchets ménagers, peut-être ce coût sera réduit, ou est-ce qu'on a un poids annuel? Je pense que il faut être honnête et il ne faut pas non plus mentir aux gens. Avant d'avoir des réelles diminutions, je veux dire, du coût de la gestion des déchets, il faudra des années et des années. Ce qu'on doit d'abord aspirer, c'est au moins éviter de les augmenter. Et donc, en sachant bien que l'augmentation des coûts sont constants, hein, que ce soit l'augmentation du coût des produits pétroliers pour les véhicules, l'achat des véhicules, le salaire du personnel. Donc, je veux dire que ça, c'est normal. D'une manière générale, on peut dire qu'une évolution des coûts se fait d'une manière linéaire, de l'ordre de 2 à 4%. Après, si nous, citoyens, on réduit la quantité de nos déchets, mais vous savez, ça va quand même que le Namurois a diminué son poids poubelle de 95 kg en 10 ans. Hein. C'est pas négligeable. Hein. Nous sommes pour l'instant à 137 kg et 260 grammes. Hein, c'est précis. Hein. Oui. Par habitant en 2016.
je veux dire, il y a moyen de faire moins. Notre but pour 2025, c'est de tendre les moins de 100 kilos. C'est de tendre les moins de 100 kilos. Et je dirais, ça viendra par des politiques différentes, soit par l'organisation du ramassage, soit, je veux dire, par la sensibilité et la formation des citoyens, aux gens de diminuer le poids de ces poubelles. Et dedans, on intègre aussi quand même le coût, immanquablement, du coût du ramassage de tous les objets qui ne doivent pas être à leur place. Hein. Je veux dire qu'on est prêt. Et si on arrive, donc c'est pour ça que je reviens à dire que le coût est certes important pour le citoyen namurois, à travers, je veux dire, à travers l'impôt, à travers la taxe et l'impôt, bien sûr, ce coût est important, mais si on y réfléchit, on y arrive. N'oublions pas que dans la poubelle, prenez votre poubelle, ouvrez-la. Je veux dire, si on fait l'effort de l'ouvrir, et regardez ce qui n'aurait pas dû être. Du papier, il aurait pu partir avec le papier, le coût du ramassage est zéro, puisqu'en fin de compte, le papier paye le papier. C'est-à-dire le coût du recyclage du papier paye, je veux dire, le coût de l'achat. Dans le sac bleu, dans le sac PMC, hein, les petites bouteilles, hein, la petite bouteille que nous avons, ou je veux dire, la boîte de conserve, est également, je veux dire, à une valeur de recyclage. Donc, mieux c'est trié, moins ça coûte, puisque ça rembourse le coût du ramassage. Les déchets organiques également, puisque les déchets organiques partent, je veux dire, après en compost, oui. Et d'abord en biogaz, et puis en compost. Oui. Donc, c'est une manière également de diminuer. Après, ce sont des politiques. Alors ici, nous sommes dans le quartier ici des facultés, hein, puisque le studio se trouve dans le quartier des facultés. Et il y a des coteurs. Alors voilà, il n'y a pas beaucoup de coteurs. Alors on va en venir juste après, mais avant, vous n'avez encore jamais vu, c'est un scoop hein, ici c'est un honneur pour nous. Voilà, c'est un scoop pour vous. Voilà le plan, hein, nous sommes ici au milieu de ce quartier. Oui. Voilà le plan, je veux dire, de toutes les bornes de propreté du quartier. Eh bien, nous allons passer au biflux. Alors, si vous allez, comme vous passez à travers les couloirs des facultés, ouais. Hein, ou alors ils ont des rues privées, vous verrez qu'ils ont installé des poubelles, de ce type-là. Hein. Il y en a juste un peu plus loin, hein, on fait 10 mètres, en sortant du studio, on les trouvera. Eh bien, nous allons les installer, nous, partout en rue, parce que l'étudiant, lui, quand il passe dans le campus, il voit ce type de poubelle, il traverse une rue, il traverse la rue Grand Gagnage, il traverse la familiarisé avec ça. Il sera familiarisé, et donc il fera les tris des deux côtés. Et bien voilà, on va comme ça pouvoir diminuer, j'espère, les chats. Attention, l'installation de 48 bornes de propreté, c'est un coût qui n'est pas négligeable. Voilà, j'en viens toujours malheureusement à l'argent, mais il faut revenir à l'argent pour que les gens puissent être conscients, parce que c'est le contribuable qui paye. Bien sûr. Ça, c'est important de le faire savoir. Chaque fois que quelqu'un met un sac blanc, enfin, vous savez qu'il met un sac qu'il a pris au magasin, déjà, il y a moins en moins de sacs, je ne sais pas comment ils font d'abord. Hein. Le Maroc, c'est 0 sac. Hein. Oui, mais normalement, la Belgique aussi, donc... Hein, 0 plastique. Voilà, hein, 0 sac. Mais quand je vois que les gens viennent bourrer dans les bornes de propreté ou les tapent à côté, il faut que je se rende compte que l'ouvrier qui va devoir ramasser, c'est la collectivité. C'est un coût aussi. Et c'est la collectivité qui paye. Oui. Et ça, on en aura parce que c'est toute une éducation et c'est pour ça que je me dis un citoyen bien informé, c'est un plus pour la propreté, ça c'est sûr et certain. Ouais. Et on va voir fleurir de nombreuses actions sur durant toute l'année. Sensibilisation afin d'améliorer la propreté. Voilà, moi j'ai des exemples. Alors c'est vrai qu'on n'est pas en télé, on est en radio, même heureusement, merci à Facebook également de nous permettre d'être également en live. Ben voilà, ça c'est prochainement, ben ça existe dans d'autres villes. Ben j'ai pris l'exemple. Déjection canine. Les déjections canines, ben ça c'est un modèle d'une grande bâche hein, qu'ils vont avoir sur les chantiers. J'ai eu l'occasion de rencontrer 3 grandes sociétés, je veux dire, qui organisent des grands chantiers à Namur. Et ben ce sont des grandes bâches qui vont être présentes et qui vont rappeler que quand on laisse son déchet, nous sommes quand même de l'ordre de 250 euros, je veux dire, d'amende, si les personnes ne ramassent pas. Alors, ça existe dans d'autres villes, et ben voilà, on va un peu initier ça à Namur. Ça, c'est d'ici l'hiver, ce sera ce type de grande bâche. Voilà attention, propriétaire de chien, 250 euros que vous attend. Vous devez à chaque fois, pour promener votre chien, avoir 250 euros sur vous, ou alors les petits sacs.
les petits sacs que vous connaissez, que vous pouvez venir chercher à la ville. La ville, chez nous, Et sans souci. comme ça, avec des sacs qui sont dedans et que vous pouvez remplir à chaque fois. Et c'est très facile à mettre, je fais de la promo, hein, bien sûr. qui sont très faciles à mettre dans le sac ou à la taille. Accroché à la taille. À la laisse du chien. Et que le chien soit aussi responsable sur ce qu'il laisse derrière lui. Moi, j'ai deux questions et je vais passer à une très importante pour la communauté musulmane. Parce que, voilà, je vous dis, la communauté musulmane, il y a un tilt qui se fait, c'est la fête du sacrifice, l'abattoir mobile. Mais je vais juste, comme j'ai des gens qui nous écrivent, la question que j'ai en tout premier lieu, c'est quelles sont les primes octroyées pour les personnes qui possèdent des citernes de pluie et comment faire pour bénéficier de ces primes? Alors, tout simplement, déjà aller sur le site de la ville de Namur, hein, il y a un site qui précise. Donc, c'est pas pour les citernes qui existent déjà actuellement. Malheureusement, c'est celles qu'il faut installer après. Voilà, c'est les personnes. Il faut avant. Voilà, c'est les personnes qui les installent. Mais donc, il suffit d'aller sur le site internet de la ville de Namur ou nous contacter, je veux dire, à travers notre numéro vert, je peux le dire, hein, c'est le 0800 935 62, 0800 935 62. Et donc là, nous avons une prime qui est à destination donc, des citoyens pour l'installation de citernes. Donc voilà, donc quand vous avez un logement à titre de résidence principale ou secondaire du demandeur, alors la prime n'est pas énorme, c'est une prime de 125 €, hein, c'est une prime unique, mais voilà, c'est une possibilité. Et si on souhaite avoir c'est un encouragement. C'est déjà un encouragement. Et si on veut une mise à disposition de fûts récupérateurs d'eau de pluie, et là, c'est un tout petit coût, on demande une petite vingtaine d'euros. Une contribution. Ouais, une petite contribution. On demande simplement que la personne nous garantit que pendant moins 2 ans, elle va le garder, hein, que voilà. Mais, et donc là, on peut avoir un fût. Donc on a autant les citernes à eau de pluie que les fûts récupérateurs d'eau de pluie. Et moi ici, j'ai monsieur Lahsen Etasafi du Maroc, de la ville de Nador, qui vous propose de venir à la ville de Nador partager votre savoir-faire. Ah, mais écoutez, ce serait avec un grand plaisir. Et vous savez que les expériences que nous menons, moi j'adore. D'abord, j'adore voyager. Alors, merci déjà de cette invitation. L'invitation est ouverte. Voilà, j'adore voyager. Et j'adore aussi apprendre. Alors je voyage énormément dans mes périples en vacances ou autres. J'effraie toujours ma compagne parce que le nombre de fois que je prends en photo les poubelles, les bornes de propreté, où je discute avec le personnel, où je passe à l'administration communale pour voir comment ça fonctionne, c'est souvent le cas. Et c'est vrai que très prochainement, je serai en Corée du Sud. Pour faire une... C'est le moment d'y aller, non? Oui, je sais. J'espère que ce sera calme. Et on nous a demandé justement de présenter également tout le concept, je veux dire, des ressourceries et de la manière que nous travaillons. Mais également, j'étais dernièrement en France sur la ville de Metz pour essayer d'apprendre comment eux faisaient, parce qu'ils avaient une très belle expérience également avec les conteneurs enterrés, également avec la manière d'informer les jeunes, avec des jeux dans les écoles. Je trouvais que c'était très intéressant. Ils avaient pas mal de personnes qui travaillaient pour ce faire. Et voilà, là on est vraiment... Et donc, tous les échanges sont les bienvenus parce que et quand il y a des personnes qui souhaitent venir à Namur, avec nos services des relations internationales de la ville de Namur, nous recevons très souvent des visiteurs étrangers et parfois ça concerne également la propreté et notre mode de travail. Et faire des échanges, moi je suis tout à fait apte et désireux d'avoir des échanges et que les personnes viennent chez nous rencontrer, nous demander un peu comment nous travaillons. Je donnerai l'adresse de l'Echvina à ce monsieur de la ville de Nador qui souhaite profiter de votre savoir-faire avec leur association pour sensibiliser les habitants de Nador à mieux trier. Et envoyer des documents, faire fournir des documents. Je veux dire, on n'en a pas encore abordé, c'est un aspect très complexe qui est également la verdorisation, hein, puisque Namur, il n'y a plus de phyto, on n'utilise plus de produits phytosanitaires. C'est tout ce qui est maintenant l'utilisation et le regard par rapport du verre et la végétalisation des cimetières, entre autres. Je veux dire, j'ai eu énormément de personnes qui sont venues visiter nos cimetières il y a peu, quoi. Donc, même
toutes les 2 semaines, j'ai quelqu'un qui vient visiter nos cimetières, qui nous demande des renseignements. Les cimetières et la fête du sacrifice. C'est le sujet. Oui, la fête du sacrifice. Oui. Je crois que cette année, il y a eu une déception. Alors, c'est pas une déception. En fait, compte, la ville de Namur a été une des villes vraiment pilotes par rapport à l'accompagnement, je veux dire, de cette fête Du sacrifice. cette fête cultuelle. Et mon prédécesseur avait mis en place, je veux dire, un abattoir mobile tel que la législation le permettait jusqu'en 2015. Et donc, nous avons organisé cet abattoir en accord avec les communautés musulmanes, hein, les 3 principales, je veux dire, communautés à Namur, hein, la communauté marocaine, la communauté albanaise et la communauté turque. Et donc, il y avait vraiment une belle entente. Il y avait une présence également de vétérinaires et maintenant ce qu'on appelle de l'organisme de protection animale. Hein, l'AFSCA était présente. Donc, tout était fait dans les règles. Alors, en 2015, nous avons eu le ministre régional a décidé que maintenant il était strictement interdit, si on n'était pas un abattoir agréé, de pouvoir, je veux dire, continuer et organiser occasionnel. C'est ça, d'organiser cet abattoir mobile, enfin qu'on appelle mobile puisqu'il était temporaire, hein, occasionnel. Et donc ça nous a vraiment marri. On n'a pas pu trouver de solution. Il y a eu des dialogues qui ont été faits avec la communauté musulmane. Pour voir quelle était la solution. Et en 2015, j'ai eu un peu une révolte, je veux dire, de la communauté musulmane. C'est venu, je pense que c'est parti soit de Liège ou de Charleroi, puisqu'il y a eu un moment donné où la décision qui a été prise, qu'il n'allait pas avoir de fête du sacrifice, et qu'il y avait un don à distance, hein, tel que, je veux dire, on voyait à la famille, voilà, les préceptes, les préceptes, je veux dire, musulmans. Et donc là, un peu coincé, j'ai eu un dialogue. Alors à mon arrivée, moi je suis arrivé le week-end. Mon entrée comme échevin est arrivée le week-end de l'Aïd de l'année passée, hein, 2016. Ça a été pour moi une belle expérience, mais j'ai demandé à mes interlocuteurs en disant oui, voilà, parce que le souhait à ce moment-là, on avait mis nous des crédits financiers à disposition de la communauté. Quelle était leur ambition? Malheureusement, pour différentes raisons qui sont des raisons pratiques, c'est-à-dire que créer un abattoir, parce que c'est à ce moment-là, c'était, je veux dire, à la communauté de créer les lieux et les espaces pour pouvoir faire la fête du sacrifice, n'a pas pu avoir lieu. Alors en 2016, pas d'organisation. 2017, et là par contre, plus grand-chose. Je pense que la législation telle que le Parlement wallon a décidé a été un choc, je pense, pour la communauté, que rien n'a pu être réalisé. Et je fais, pour l'instant, je parle de la tradition et de la fête. Hein. Je fais abstraction, je veux dire, de la problématique que beaucoup de gens estiment, musulmans ou non musulmans, sur le fait, doit-on, je veux dire, sacrifier un animal pour une fête? Doit-on le sacrifier, oui ou non? Ou doit-on le sacrifier avec, puisque je veux dire, on l'égorge, avec un étourdissement préalable? Je ne rentre pas dans la polémique à l'heure actuelle, mais il faut quand même rappeler qu'il y a quand même toute une série, je veux dire, d'éléments qui sont... Et moi, je rajoute à nos auditeurs, pour qu'ils le sachent, M. Bernard Gulit, l'échevin de l'environnement et aussi échevin du bien-être de l'animal. Tout à fait. Et donc, ça fait partie donc, de mes responsabilités et d'avoir une écoute et un regard par rapport à ça. Alors, j'ai tenté, la chose n'a pas abouti, d'essayer de voir s'il n'y avait pas une possibilité d'octroyer, je veux dire, une prime oui. pour les familles qui se rendaient avec la concurrence du coût que ça nous coûtait précédemment l'abattoir temporaire, pour se rendre dans un abattoir agréé. Mais comme, je veux dire, la législation a devancé bien plus vite, alors il est encore possible de se rendre dans un abattoir agréé jusqu'à l'Aïd 19, oui. Hein, donc il y a encore 2 ans. Nous, on avait discuté sur une proposition qui était peut-être qui était alternative de donner la prime aux gens qui mettaient qui se rentraient, je veux dire, dans un abattoir. On avait parlé Ciné, Charleroi, Charleroi, Liège. Voilà. Malheureusement, la chose n'a pas pu être aboutie, et il faut dire que de la part de la population il n'y avait pas de réaction non musulmane est assez acerbe par rapport, je veux dire, à cette fête. Moi, je pense que... Est-ce qu'il y avait des écrits, un échange? Oui, j'ai
vous savez, les gens n'osent pas trop le dire, n'osent pas trop l'écrire. Par contre, de vive voix, parfois les dialogues, les choses sont parfois assez rudes. Oui. Mais après, quand vous lisez sur les réseaux sociaux, vous lisez sur l'ensemble de ce qui est, vous pouvez remarquer quand même que les gens sont assez sont virulents par rapport, je veux dire, à cette tradition musulmane. Est-ce qu'on peut dire, moi j'ai juste sortir du contexte parce que moi j'ai les revendications, ce que je reçois comme réclamation et comme respectance et même le ras-le-bol de certains musulmans, c'est la vérité, c'est que c'est une fête de sacrifice. On a deux fêtes, c'est la fête du Ramadan, fin de Ramadan, l'Aïd, et l'Aïd el-Kibir, la fête du sacrifice. Est-ce qu'aujourd'hui, on va priver cette population musulmane de cet événement qui est traditionnellement connu depuis l'islam, depuis la création de l'islam, de l'islam, de notre père Abraham. Et voilà, aujourd'hui, on se demande quel est l'avenir de certaines traditions culturelles, de certaines communautés qu'on avance dans une société où les interdits s'installent au jour le jour. La société, cela dit, la société devient de plus en plus sécularisée. Je veux dire que l'apport, je veux dire, de la religion dans la société tend à disparaître, surtout dans le monde occidental. Donc l'évolution est une évolution qui est une évolution, à mon avis, naturelle. Je veux dire que peut-être dans 4, 5, 10 ans, je veux dire, il y aura toujours la fête de l'Aïd el-Kibir, mais qui ne passera peut-être pas nécessairement par un sacrifice d'un animal, mais par le partage. Je pense que si on revient, je veux dire, à la base de la fête, au-delà du sacrifice, je veux dire, d'Isaac, je pense qu'on doit d'Ismaël, pardon, c'est aussi d'Abraham et d'Ismaël. Wow. Voilà. Quand on reprend la base de la fête, peut-être qu'on reviendra, que chacun ira chercher. Alors ici, je suis parce que je suis quelqu'un de foncièrement optimiste, mais les gens feront la fête en se disant que le sacrifice sera quelque chose qui sera comment dire, il ne sera pas mimé, mais il sera dans les pensées, et ce sera plutôt la fête du partage qui aura plus de l'importance que la fête du sacrifice, dans le sens propre du terme, dans le sens inné du terme. Je pense que ce sera toujours l'occasion de pouvoir d'inviter les familles, d'inviter les amis, et d'avoir un regard et une pensée pour celui qui n'a pas, puisque c'est quand même la base, je peux dire, d'un des préceptes, je veux dire, musulman, et c'est peut-être un des plus beaux qui soit. Alors moi, en tant qu'échevin du bien-être animal, vous savez que j'ai été, le gouvernement wallon, le ministre actuel, en charge le ministre Di Antonio, nous a écrit peu avant la fête, puisqu'il existe toujours une possibilité de faire un abattage à domicile. N'importe quelle personne qui a un animal, je veux dire, qui fait un petit élevage et qui décide de faire un abattage à domicile, peut, selon certaines conditions, faire une demande. Donc, à la commune. À la commune, c'est une déclaration à la commune et une déclaration à l'AFSCA. Et donc, nous, bien sûr, nous rappelons les règles, qui sont les règles communes, puisque comme ça se fait à domicile, l'étourdissement est obligatoire. Puisqu'on parle toujours que c'est d'abord, le préalable, c'est avec l'étourdissement. Donc, l'étourdissement est obligatoire. Et donc, le mot d'ordre qui nous a été fait a été de dire, écoutez, vous devez... on vous invite, ils ne peuvent pas nous obliger, on vous invite à interdire pendant la période de pratiquer du sacrifice, d'autoriser, de donner toute autorisation, je veux dire, d'abattage à domicile. Voilà. Alors on a estimé moi j'ai estimé avec Monsieur le bourgmestre qu'on fustigeait, je veux dire, la communauté musulmane. J'ai pris une expression qui est peut-être un peu simpliste, mais on ne va pas rappeler aux gens quelque chose qui est déjà interdit. On dit aux gens c'est interdit, on ne va pas à ce moment-là. C'est comme si on dit, voilà, il y a trop de personnes qui roulent à 120 à l'heure sur l'autoroute, on va fermer l'autoroute parce que les gens roulent au-dessus de 120 à l'heure. Non, je veux dire qu'il est interdit d'abattre un animal sans étourdissement préalable. On le rappelle aux personnes, ils ne le font pas. On peut présumer qu'ils ne le font pas. S'ils le font, ils le savent bien qu'ils ne sont pas, je veux dire, dans les règles. Voilà. Donc la fête du sacrifice, pour moi, doit être une fête qui doit continuer, je veux dire, dans le sens... Alors après, avec ou sans étourdissement, je veux dire, le législateur wallon a pris des dispositions, a pris des décisions, et nous, en
tant que citoyen namurois, là, je ne sais plus mettre, je veux dire, donc d'abattoir temporaire sur le territoire. Je n'ai pas mis de conteneur à déchets spécifiques, puisque c'était parce qu'il n'y avait pas de sacrifice. Parce qu'il n'y avait pas de sacrifice, donc il n'y a pas de raison. Et je ne peux pas non plus inciter des gens à le faire. Alors, est-ce que j'ai trouvé ou pas des déchets sur le territoire namurois? Oui, justement, c'est la question. Oui, j'en ai trouvé. Enfin, j'en ai pas trouvé. Nos hommes en ont trouvé. Des déchets, dans des sacs avec des entrailles ou je veux dire, des déchets de peau, de tête de mouton. Ouais. Mais écoutez, ça a été très bas. Nous avons trouvé 3 déchets. Surtout l'ensemble de Namur. Surtout l'ensemble de Namur, sur Bravo. 75 Bravo les kilomètres. musulmans namurois. Voilà, sur 75 km². Je veux dire, les citoyens musulmans namurois sont d'abord des citoyens et je les remercie en tant que tels. Je pense Merci que ça... pour ce témoignage. Mais non, mais ça Envers vient... la communauté musulmane, vraiment venant de l'Échevin, de la propreté, que lui constate, d'après son équipe, qui lui rapporte les faits réels de ce qui est on était sur le terrain, on a été voir, voilà. Alors, bien sûr, il y a peut-être des choses qui nous ont échappé, et ça, c'est le cas. Mais je n'ai pas eu de déchets plus qu'il en était, et c'est tant mieux, c'est comme ça que je pense que les choses doivent être faites. Et donc, continuons... Je ne suis pas, vous savez bien, je ne suis pas musulman, loin s'en faut. Je dis souvent au moment qu'est-ce que je suis. Moi, je suis un agnostique version athée ou un athée version agnostique. Donc, je veux dire, toutes les religions me plaisent et je veux dire, toutes les personnes, quand j'ai la possibilité d'avoir un dialogue franc avec elles, c'est toujours un enrichissement et j'espère que ça peut être commun. Donc, et voilà, et je retiens qu'on se doit une invitation également pour aller rompre le jeûne une fois ensemble. Mais vous êtes toujours invité, comme je le fais au précédent, voilà. Je vous ai toujours invité à l'iftar qu'on organise ici à Namur. Et vous savez que je suis un gourmand. Hein, donc... Mais vous êtes toujours le bienvenu. Cette année, nous sommes en train de faire un projet très grandiose parce que notre souhait, puisque on est dans notre 8e année et on a toujours été dans les alentours de 300 à 500 personnes qui venaient faire la rupture de jeûne avec nous, toute confession confondue, toute religion, je veux dire, et toute nationalité. Aujourd'hui, nous allons vers vraiment d'un souhait grandiose qui est de rassembler 1000 personnes autour de ce repas partagé, qui est toujours gratuit, et qu'on aimerait bien faire comprendre à l'autre qu'est-ce qu'on est. Parce que pour mieux se connaître, il faut se comprendre d'abord. Il faut se rencontrer, il faut savoir quels sont mes défauts, mes qualités, pour en faire en sorte d'éviter de heurter l'autre. Et ça, c'est les objectifs que nous sommes donnés. Ça fait 8 ans, c'est notre 8e année cette année, 2018. 2018 et on va vers cet événement qui sera grandiose à Namur, dont j'invite votre Échevina, puisque peut-être on fera appel à vous, puisqu'on pourra vous avoir comme partenaire dans le cadre des assiettes en carton. Et les zéro déchets. Et les zéro déchets, puisqu'on va aller vers un iftar zéro déchet. Oui, et ça, ben voilà, ça, ce sont des enjeux qui sont géniaux, parce que je fais un grand cumulé là, mais quand il y a des tas de gens qui me disent comment arriver au zéro déchet, mais je dis réfléchissons à comment on a travaillons ensemble, on peut y travailler, on peut le faire. Ouais. Mais vous êtes dans la liste. Hein. D'ailleurs, je vous en parle, c'est parce que nous, on cherche toujours nos partenaires pour pouvoir nous faciliter cette activité qui est occasionnelle une fois par année, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour mettre en place une journée, une soirée avec une conférence, rassembler un maximum de gens, musulmans et non musulmans, autour d'un repas, autour d'une conférence avec un thématique. L'année dernière, c'était les bienfaits du Ramadan sur le corps humain. Beaucoup de gens ignorent. Oui, vous mangez pas, vous faites souffrir. Ben non, peut-être on rend service à notre corps à s'abstenir de manger la journée. Je salue Hassan Kouhou de la région de Charleroi qui nous rappelle juste que l'AFSCA, c'est une agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et ne pas confondre avec l'association de protection des animaux. Merci Hassan, et merci d'être fidèle à notre chaîne. Ça nous permet de voir qu'il y a des gens qui nous suivent, qui nous écoutent à travers la région, à travers le monde, au niveau national. Je salue les Anversois, les Bruxellois aussi qui sont à l'écoute, les Moucronois qui sont nombreux aujourd'hui et qui nous suivent. Est-ce que je peux dire que votre Échevina a perdu cette enveloppe?
sur l'abattoir mobile? Ben, oui, on ne va pas polémiquer, c'est pas grave. Non, mais ça pouvait servir à autre chose dans l'environnement, bon. ce qui est dommage. Ouais, voilà, c'est des petites choses, c'est des choses qui arrivent. Hein. Vous savez, un budget d'une année en année, ça évolue et puis on fera d'autres projets. Donc voilà. Mais ça a été une belle aventure qui était une aventure commune qui a été faite surtout par mon prédécesseur, hein, par Alain Detry, et qui a répondu à un besoin à un moment donné. Je pense que c'est surtout ça qui est important à retenir. La législation a évolué. Nous sommes partis sur d'autres sur d'autres manières de faire. Je veux dire, les musulmans de Belgique vont devoir réfléchir, et de Wallonie, puisque la législation est propre à la Wallonie, vont devoir réfléchir d'une autre manière de faire de la fête. Et je veux dire, c'est eux qui sont à même d'y réfléchir. Voilà, je peux comprendre que tout le monde n'est pas heureux de la décision donc, du législateur wallon. Mais bon, aussi, le bien-être animal est pour beaucoup de Wallons aussi une réelle importance. Pour moi aussi, à travers mes attributions. Donc voilà, on a dû, pour une fois, voir entre la chèvre et le chou. Voir ce qui était possible. Et il y a aussi, j'apprécie cette attention que vous réservez à la communauté musulmane namuroise, parce que, et on revient toujours dans le vivre ensemble, proprement, 3 sacs de déchets d'animal pendant la fête du sacrifice, quasi rien, mais ça ne devait pas l'avoir. Ça ne devait pas être. Il y a aussi le cimetière. Les cimetières, c'est vos compétences de nettoyage. Je veux dire pas la gestion, parce que c'est un autre échevin qu'on salue, qui est à l'écoute, M. Luc Genard, que je salue, qui sera mon invité aussi bientôt, pour en parler sur la passerelle musulmane, qui est mise à disposition depuis 2007 ici sur le territoire namurois, et qu'on a réaménagé dernièrement. C'est passé au collège après un travail vraiment serein et avec une concertation, parce qu'on perdait, et ça je vais en parler dans le futur avec votre collègue, et c'est vrai que cette concertation, ça nous mène à une qualité de travail, à un résultat positif, des fois non souhaité, puisqu'on espère moins, et on arrive à une qualité d'un travail très, très important, qui est satisfaisant aussi pour les deux comités, pour la communauté musulmane et que pour le service qui gère le truc. Le cimetière, ça vous prend beaucoup d'engagement, il y a beaucoup à faire. Alors bon, il faut un tout petit peu expliquer à nos auditeurs, et peut-être à nos auditeurs qui ne sont pas belges. C'est-à-dire que la ville de Namur, comme d'autres villes, se sont engagées à ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Donc dans les services publics, dans les espaces publics, nous n'utilisons plus d'herbicides. Donc, qui veut dire ne plus utiliser d'herbicides, automatiquement, l'herbe pousse, la mauvaise herbe ou l'herbe indésirable se développe, et se développe fortement. Alors, les cimetières en Belgique et en région wallonne étaient des cimetières très minéraux. Donc, c'est-à-dire que c'était des tombes, et tout autour, c'était des graviers. Dès que vous arrêtez, je veux dire, donc aux alentours des tombes, dès que vous arrêtez d'utiliser des pesticides, les mauvaises herbes ressortent, arrivent, etc. Et notre personnel est obligé donc de les ramasser, soit à la main, soit avec une serpette, pour nettoyer l'ensemble des cimetières. Alors, je fais une insiste en rappelant d'abord en expliquant une chose qui est assez importante aussi pour nos auditeurs, c'est que pour la ville de Namur, c'est pas moins de 30 cimetières. 30 cimetières, puisque on doit aussi rappeler, c'est pour les personnes qui ne sont pas belges, en 77, en 77, on a fait une fusion des communes, et la ville de Namur est composée de 25 anciennes communes. Et donc, pratiquement, chaque commune avait un, voire 2 cimetières. Et donc, à Namur, nous avons 30 cimetières namurois. 30 cimetières namurois qui représentent une surface de 26 hectares 6. Donc, c'est énorme. C'est un espace énorme. Et donc, ce que nous avons souhaité, vous savez, la chose la plus facile, comment cacher les mauvaises herbes? Eh bien, tout simplement, en ne mettant tout plein. Enfin, simplement en réenherbant, ou en enherbant, je veux dire, nos allées de gravier. Donc, on retire le gravier, on n'en laisse que 3 cm, on fait remonter les matières organiques,
Et puis, on met de l'herbe, on met de la pelouse, et donc on cache le verre dans le verre. Et donc, c'est la manière que nous avons fait. Nous avons maintenant, sur nos 30 cimetières, nous avons plus de la moitié en surface. Nous avons déjà 13 cimetières qui sont végétalisés. Et donc, ce sont des cimetières où maintenant, ce sont devenus pratiquement des parcs. Le grand cimetière de Namur, qui fait 8 hectares 8, hein, donc, il est immense celui-là. Oui, il est très, très grand. Et bien, vient d'être réenherbé au mois de mai-juin. Hein, là, l'été a été suffisamment convenable pour que l'herbe puisse pousser. Et donc, les personnes qui ne sont plus rendues au cimetière, ce qu'on appelle le grand cimetière de Namur, hein, qui, alors pour l'anecdote, qu'on appelle cimetière de Belgrade, mais qui est même situé sur l'ancienne commune de Saint-Servais. Mais ça, c'est vraiment pour les Namurois qui veulent vraiment tout savoir. Mais ce grand cimetière, s'ils n'ont plus venu depuis le printemps, ben, pour eux, ça a totalement changé. Hein. Toutes les allées, sauf la grande allée centrale qui est restée, puisqu'il y a trop de charrois, toutes les allées sur les côtés sont devenues des allées avec de l'herbe. Et donc, nous devons travailler avec du personnel pour nettoyer ces cimetières. Donc maintenant, au lieu on ne pulvérise plus deux fois par an, on ne gratte plus hein, les graviers pour retirer les mauvaises herbes, et bien on passe la tondeuse à gazon. Tout simplement. Et vous parlez du personnel, mais on sait très bien que vous manquez d'effectifs. Alors, il y a toujours un manque d'effectifs. N'importe quel échevin vous diront la même chose. Hein. Je veux dire, n'importe où dans le monde entier, quelqu'un qui est en charge du développement communal diront qu'il manque de personnel. Ça veut dire que pour ce faire, on a dû prendre une initiative un peu différente. Ça veut dire que nous utilisons du personnel émanant de sociétés privées. Hein, donc, nous créons de l'emploi puisque nous avons des sociétés privées. Nous avons également des personnes qu'on appelle les articles 60. Ce sont des personnes qui sont remises en place par le Centre public d'action sociale. Donc, c'est des personnes qui sont en attente de formation ou qui puissent de la sorte pouvoir bénéficier d'allocations de chômage, puisque c'est ce qu'on appelle une réinsertion dans le monde du travail. Un tremplin. Voilà, un tremplin. Nous avons des personnes qui sont en formation, qui vont arriver. Et puis aussi quelque chose que peu de gens savent. Vous savez qu'à Namur, nous avons en moyenne entre 300 et 400 personnes qui sont des candidats réfugiés, qui sont sur le territoire de Namur, hein, qui sont basés, qui sont aidés par la Croix-Rouge, hein, dans des structures d'accueil. Qui prestent des heures chez vous? Alors, sous quel statut? Alors, qui prestent des heures chez nous, sous le statut de bénévole, mais bénévole rémunéré. Et donc, puisqu'ils n'ont pas, bien sûr, ils n'ont pas de titre de séjour sur le territoire belge, qui leur permet d'exercer accéder à un travail. Et donc la seule solution qu'on a eue, et c'est un accord avec la Croix-Rouge, c'est de les engager en qualité de bénévoles rémunérés. Et donc pour eux, c'est un apport indéniable. C'est de quelques dizaines d'euros par jour. Ils se sentent utiles pour la société aussi. Alors, ils se sentent utiles pour la société, ils se sentent utiles dans l'accueil qu'ils ont par rapport aux citoyens, par rapport aux citoyens namurois. Ils rencontrent notre personnel ouvrier, puisqu'ils sont en contact permanent et encadrés par notre personnel ouvrier. Donc c'est une manière aussi d'une rencontre. C'est aussi une approche de la connaissance de la langue française. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important pour eux. Ils apprennent. Donc il y a des jeunes gens qui viennent du Soudan, qui viennent d'Afghanistan. C'est multiculturel. Ah, mais c'est multiculturel. Hein, et ils apprennent aussi à voir la différence de notre société. Et vous savez que parfois, travailler pour des personnes, pour eux, travailler dans les cimetières et de se rendre compte qu'en fin de compte, ils sont bien plus proches de notre âme en côtoyant des personnes qui sont dans la peine et dans le désarroi. Je pense que pour eux, c'est une approche extrêmement stimulante de se dire que côtoyer, bien sûr, côtoyer les personnes qui sont mortes, hein, je veux dire, il n'y a pas un retour, mais côtoyer les familles qui viennent et qui sont là et qui disent, ce garçon-là qui est un réfugié, qui est là, qui nous aide à mettre en bon état nos cimetières, c'est quelque chose qui a une réelle importance, et je pense que ça fait partie, je veux dire, d'une intégration et d'approche à la société belge et namuroise. Oui. Bernard Guillet, monsieur l'échevin, on arrive tout doucement à la fin de notre interview. Moi, je me réjouis de vous avoir invité pour pouvoir balayer un tout petit peu, pour ne pas dire en gros,
parce qu'on aura encore l'occasion de vous voir encore au studio dans notre émission. Ah, mais ça avec plaisir. Quel est votre sentiment sur cette émission, Voice of Morocco, qui est écoutée à travers le monde par les Marocains du monde d'abord et par nos auditeurs qui nous échangent aussi des questions et qui demandent des informations. C'est Une heure et demie que vous êtes assis, oui, et c'est passé très vite. C'est passé très vite. Oui. Et je pensais 2-3 fois que vous allez me permettre d'avoir une pause avec une pause musicale pour boire un verre. Non, bien sûr. Mais non, je vous taquine. Il n'y a pas de thé à la menthe une autre fois peut-être. On va prévoir un budget, puisqu'on n'est que bénévole, volontaire ici. On n'a pas de budget, on n'a rien. Mais voilà, on essaye. C'est avec un réel plaisir, mais je dis ça pour vous taquiner. Non, moi je pense que c'est par vos approches et par cette approche différenciée, je veux dire, des médias, parce que ce sont des petites fenêtres que vous ouvrez. Et c'est vrai que maintenant la technique, le fait de pouvoir être présent autant en radio, autant être diffusé sur les réseaux sociaux, permet d'ouvrir des fenêtres avant d'ouvrir des portes. D'éclaircir peut-être certaines idées dans certaines personnes. Et je vous avoue franchement, j'aurai le plaisir tout à l'heure d'aller voir la retranscription, hein, voilà, ça c'est plutôt pour l'écrit, mais enfin de revoir l'émission sur votre site et de pouvoir aller lire les questions des citoyens de partout et de tenter d'y répondre. Je serai vraiment à leur disposition. Ils peuvent également m'envoyer des messages sur mon profil. Hein. Je suis facile à trouver, hein, Bernard Guidit. Vous êtes tagué. Voilà, je suis tagué, donc ils me trouvent et je ne manquerai pas de leur répondre à leurs diverses questions, à leurs interrogations, à leurs interpellations, qu'elles soient, je veux dire, pertinentes ou impertinentes. Ça ne peut que nous grandir. Et si des gens ont des idées à développer, je suis vraiment prêt à les écouter. Vous le savez bien. On a cette invitation de la ville de Nador. Hein. Voilà, entre autres. Mais je reviendrai à votre cabinet pour vous en parler. Et vous savez, quand vous passez chez moi, ma porte, elle est toujours ouverte. Et un accueil souriant. Je crois que aussi... D'autres échevins me reçoivent aussi avec un accueil. Vous savez qu'on contribue pour le bien-être de tout le monde, pour le vivre ensemble. C'est quelque chose. Notre dada. Ouais, c'est quelque chose chez moi. Ma porte est toujours. Les gens, si j'ai quelqu'un qui a un souci et que je dois fermer la porte, je ferme la porte. Mais sinon, ma porte est toujours ouverte. Vous fermez la porte pour la confidentialité. Ouais, voilà. Mais elle est rare, ou alors entre guillemets, c'est ce qu'on. Voilà, il faut de temps en temps, bien sûr. Mais les gens savent bien, si ma porte est ouverte, ils peuvent rentrer et ils sont toujours les bienvenus. Et voilà, et ça, aujourd'hui, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte au dialogue, c'est une porte ouverte. Notre studio est toujours ouvert, la porte ouverte toujours. Vous êtes témoin. C'est une porte ouverte au monde et au monde et à nos amis marocains d'ici et d'ailleurs. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis d'avoir pris de votre temps un dimanche pour pouvoir nous éclaircir, nous parler, parce que je crois que pour l'abattoir, il fallait qu'on en parle, parce qu'il n'y avait rien qui était mis en place pour parler avec cette communauté, pour expliquer à cette communauté qu'il y avait une loi qui était venue. On a encore une flexibilité jusqu'en 2019, et après mais la flexibilité, elle est comme ça. Oui, non, mais je sais, mais moi je plains ces éleveurs qui vont souffrir, puisque dans les 6 ans à venir jusqu'en 2023, vous le savez, c'est le mois de juillet, le mois d'août, les Marocains, ils vont fêter, ils vont le faire au Maroc, dans leur pays d'origine, même les Turcs, même d'autres communautés, je veux dire, qui est musulmane. Mais qui va souffrir? C'est l'éleveur belge qui va souffrir. Mais il n'est pas impossible je veux dire aussi que comme toute société, la société musulmane va évoluer et je veux dire, le mode de la fête va peut-être également évoluer.
on aura toujours le plaisir de cette fête du partage, et peut-être que ça passera peut-être plus nécessairement, je veux dire, par l'acte du sacrifice, ce sacrifice pouvant à ce moment-là être, je veux dire, dans la tête et dans les cœurs, sans nécessairement être dans le geste. Voilà. On va faire un morceau de musique, malheureusement. Voilà, vous pouvez rester avec nous parce qu'on a aussi un direct avec le Maroc pour parler avec des gens qui veulent exposer leur ressenti sur des choses qui ne sont pas d'accord. Nous, on ne tape pas dans le dos du Maroc, mais on essaye de mieux éclaircir et pour pouvoir vivre ensemble. Et toujours ce mot de vivre ensemble qui devient à la mode, mais il doit être à la mode et d'application. C'est le plus important. On ne parle pas que de la théorie, mais la pratique aussi qui est importante. On va demander à Tariq de nous passer un morceau musical pour pouvoir reprendre l'antenne avec les habitants de Marbella. Marbella Beach, Mansouria, la ligne est ouverte. Vous pouvez commencer à nous contacter parce que Marbella Beach, c'est les copropriétaires qui ont des difficultés pour pouvoir gérer ce site estival avec des responsables de gestion de propreté, tout ce qu'on appelle le syndic. Mais aujourd'hui, on aimerait bien parler de ce site d'abord estival, de ces espaces verts, de son accueil, de son bon voisinage, ce gardiennage aussi, la société, et pouvoir permettre à d'autres Marocains d'aller aussi dans cette politique d'investissement sur place. On passe un morceau musical et on revient à vous. Voilà, l'antenne est à vous, chers auditeurs et auditrices. Encore merci, Bernard. Merci beaucoup. Tu coupes la vidéo, tu partages.